contre le sentiment d'impunité politique, l'impératif de citoyenneté en nos États postcoloniaux. Le père Alexis Diet nous dit que l'impunité là, le fait que des gens, au nom de la politique, commettent des crimes, ça peut être des crimes économiques, ça peut être des crimes de sang, ça peut être des crimes même moraux. Parce que quand on prend un monsieur comme Laurent Gbagbo qui dit, oui, moi je vais boire l'alcool avec des enfants de 15 ans, 12 ans, on invite les enfants à l'immoralité. Alors qu'on avait un impératif d'imposer la bonne moralité. Il dit, est-ce qu'il ne faut pas enseigner la citoyenneté, le civisme et les bonnes valeurs à nos citoyens pour qu'on puisse quitter dans les impunités? Est-ce qu'il ne faut pas éduquer nos populations pour que les impunités puissent cesser? La mentalité autocratique et la conscience tribale, les sources profondes du sentiment d'impunité des acteurs postcoloniaux africains. Il dit, mais ne vous trompez pas, hein. Si vous voyez que l'impunité, malgré que les Blancs ne nous commandent plus, mais c'est nos propres frères qui nous commandent. Mais si vous voyez que l'impunité, ça ne cesse pas dans nos pays-là, c'est d'abord la mentalité des dictateurs que nos politiciens ont dans leurs esprits. Et en plus de cela, les gens tiennent plus à leur tribu, à leur ethnie, plus qu'à l'État-nation. Il dit, ce sont ces comportements-là qui font que les gens se disent, même si j'ai fait du mal aux autres, de toute façon, c'est pas un de mes parents que j'ai fait. Et donc là, les gens même s'auto-légitiment, légitiment l'impunité. Et leur tribu les suit dedans parce que c'est pas eux. Il dit, c'est ça qui nous fatigue. Pourquoi des dirigeants politiques peuvent en venir à penser en nos États postcoloniaux que le peuple ne leur tiendra pas rigueur de leurs diverses forfaitures, des déprédations politiques et économiques dont ils se rendent coupables, de la trahison de leurs promesses électorales. Pour bien se rendre compte que beaucoup de politiciens africains traînent derrière eux l'esprit et la mentalité des dictateurs et une conscience tribaliste et tribalique, regardez ce qu'ils font. Eux qui ont promis au peuple, quand on va venir, voilà ce qu'on va faire, mais n'ont pas pu faire. Eux qui étaient au pouvoir, qui ont commis des dégâts, ils ne veulent pas que le peuple leur demande, venez nous rendre compte de votre gestion. Vous avez posé des actes. Est-ce que ces actes-là sont bons? Vous avez fait de mauvaises choses lorsque vous êtes à la tête du pays. Venez nous rendre compte. Ils disent non. Même si nous on fait des trahisons, même si on est coupable, vous ne devez pas nous demander compte. Et pourquoi? Parce que ces dirigeants estiment toujours avoir été victimes d'un complot et s'enferment dans une conscience victimaire lorsqu'ils subissent la défiance politique du peuple et sont électoralement défaits dans les urnes. Oui, c'est nous, on est les victimes. Pourquoi vous nous demandez de rendre compte? Pourquoi nous, on doit vous rendre compte, vous en tant que peuple? Et donc, quand vous nous demandez de vous rendre compte des mauvaises choses qu'on a fait, donc, on est devenu victime maintenant. Ces politiciens-là estiment qu'elles sont devenues victimes maintenant parce que le peuple est en train de les défier. Ou bien si le peuple ne les vote pas, c'est le peuple qui devient le bourreau. Voilà comment ces politiciens fonctionnent dans leur tête. Il est à noter que dans les États précoloniaux africains, la limitation du pouvoir par les chartes traditionnelles et la régulation de son exercice par les lois coutumières, connues de tous dans un cadre des droits commutatifs et répressifs, rendait impossible l'arbitraire du pouvoir et le sentiment d'impunité qui en découle. Le père Alexis Diet nous fait partir en arrière. Il dit, prenons notre Afrique traditionnelle. Aujourd'hui, là, quand un dirigeant vient s'arrêter devant vous pour dire non, 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 comme vous ne m'avez pas voté, je suis votre victime. Comme vous refusez, comme vous dites, ouais, vous me demandez de venir vous rendre compte de ma gestion, c'est que je suis devenu votre victime là. Il dit, est-ce qu'avant c'est comme ça que nos parents africains se comportaient? Avant la colonisation là, est-ce que c'est comme ça que nos parents se comportaient? Il dit, avant la colonisation là, on avait nos fétiches,
on avait nos lois traditionnelles, on avait nos règles coutumières et on avait les moyens de punir les malfaiteurs. Est-ce que là-bas, là, ceux qui venaient diriger, est-ce qu'ils se comportaient n'importe comment? Parce que si tu déconnes, au lieu de chanter, c'est moi victime, c'est pas moi victime, on apporte balai en même temps. On dit, bon, il faut venir, si balai t'a pris devant tout le monde, là. Ou on te dit, il faut venir en même temps, là. Dans l'Empire du Mandé, on faisait le déguet. Peut-être qu'on n'a pas le temps, je ne peux pas expliquer tout ça aujourd'hui. Il dit, mais dans ces communautés, quand on pourrait penser rétrograde, eux, ils avaient mis des limites à toute personne. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, même si tu étais là pour gérer le bien du peuple, ou bien tu parlais au nom du peuple. Le pouvoir avait limité les capacités de chacun. Et quand tu déconnais là, c'était du tic au tac, on te mettait à ta place. On te prend, on te met devant le fétiche du village. Ou bien on t'amène devant les lois coutumières. Et là, les choses se réglaient. Et ça faisait qu'aujourd'hui, avant les Blancs, notre Afrique était beaucoup plus sûre. Parce que les actes arbitraires, les actes injustes et l'impunité ne régnaient pas comme de la manière ça règne aujourd'hui chez nous. Il n'y a que deux explications rationnelles plausibles à cette tendance des dirigeants post-coloniaux à faire de l'arbitraire du pouvoir leur maxime suprême et à nourrir les conséquences d'un sentiment d'impunité. Il dit, mais il va nous expliquer encore que pour quelqu'un qui veut mettre ça au compte de la raison, si tu veux comprendre pourquoi les dirigeants, après les indépendances, pourquoi nos dirigeants ont un goût pour l'impunité, pour le désordre, il dit, si tu veux comprendre ça, en prenant ton esprit pour réfléchir et puis trouver des raisons, que lui va te donner deux raisons. D'une part, le sentiment que ces dirigeants politiques ont d'avoir affaire à un peuple d'ignorants, inconscients de leurs droits fondamentaux dans l'État moderne et de ses codes fonctionnels. Il dit, la vraie vérité là, les dirigeants qui se comportent et qui aiment l'impunité, dans leur tête, ils se disent que le peuple là, le peuple n'est pas intelligent. Le peuple ne connaît pas ses droits. Regardez, c'est eux qui viennent chaque fois. Quand tu vois quelqu'un venir dire « j'ai tel diplôme, toi tu ne vaux rien », c'est une manière de te diminuer. C'est une manière de te traiter d'inconscient et d'ignorant. Mais eux qui ont les diplômes là, on les a mis au pouvoir. Ils ont dit qu'ils allaient refonder. Mais ils ont mis la Côte d'Ivoire en lambeau. Et donc ils ont leur stratégie. Quand ils viennent là, c'est eux qui vous disent « toi tu ne vaux rien, moi je suis... » Vous m'avez une fois entendu dire que moi je suis docteur. Vous m'avez une fois entendu dire que j'ai bac. Vous m'avez une fois entendu dire que j'ai CP. Mais quand vous me mettez avec... Quand vous m'avez mis avec Boga Sako là, je l'ai maté en 5 minutes. Ça s'est passé devant vous tous. Depuis qu'on fait débat là, allez, tout est là-bas. Vous avez une fois vu quelqu'un venir me battre dans le débat. C'est un exemple seul que je prends. Mais est-ce que vous m'avez une fois vu, j'ai dit, j'ai CP, j'ai bac. Je dis même aux gens que je suis quelqu'un qui ne connaît rien. Mais ceux qui prennent leur diplôme pour venir se moquer de vous là, en fait là, ce sont les maîtres de l'impunité comme les Laurent Gbagbo, comme les Chakadjan. Moi j'ai été à la Polytechnique, donc je suis mieux que vous. Parce que ils veulent vous maintenir dans l'état d'inconscience. Ils veulent vous maintenir dans l'état de sous-développement intellectuel. Là, quand c'est comme ça, ils vont toujours pouvoir vous manipuler. Ça, c'est la première raison. Et donc, quelqu'un que tu veux manipuler, mais que tu manipules déjà, ça veut dire que tu ne respectes pas la personne, mais tu veux utiliser la personne comme un objet. Et la deuxième raison, d'autre part, la conscience de ces dirigeants en la force des liens familiaux, ethniques, tribaux et claniques par lesquels ils se relient aux masses, liens de fidélité lignagée qui leur garantissent un indéfectible et inconditionnel soutien politique et en conséquence une impunité à toute épreuve. La deuxième raison logique, vous verrez que ces dirigeants sont beaucoup collés à leur groupe ethnique. Ils sont beaucoup collés, ils créent des groupes d'intérêt par famille. Ils sont beaucoup liés à leur tribu, à leur clan et souvent à leur religion. Là, quand c'est comme ça, tout ce qu'ils vont faire de mal là, leur groupe ethnique, leur groupe d'intérêts familiaux, leur clan et leur religion, tout cela vont les soutenir. Dès qu'on veut les toucher, ah toi,
C'est parce que tu n'aimes pas les chrétiens. Ah non, c'est parce que tu n'aimes pas les musulmans. Ah non, c'est parce que tu n'aimes pas les tant. Donc une fois qu'ils disent ça, on dit, ah, si on le touche là, les chrétiens vont s'énerver, mais les musulmans vont s'énerver. Ah, si on le touche là, tous les communs vont s'énerver. Donc ils utilisent ça comme une garantie pour se protéger. Si l'ethnie ne marche pas, ils utilisent la religion. Si l'ethnie ne marche pas, ils rentrent dans le clan. Si le clan ne marche pas, ils rentrent dans la tribu. Non, je suis là pour faire le combat de Krabbe Nyabo. Là, comme ça, les bêtés vont me soutenir. Non, je suis le fils de l'Ouest. Essuyez vos larmes. Etc., etc. Mais c'est des actes calculés. On utilise les liens familiaux pour jouer sur les sentiments du peuple. Mais en réalité, c'est le peuple qui est pris en otage. C'est le peuple qui ne se rend pas compte qu'il est manipulé. On manipule le clan, on manipule la tribu, on manipule l'ethnie, on manipule les liens familiaux, on manipule la religion. Tout ça pour avoir un soutien. Et quand on fait du mal, on se cache derrière ces soutiens. Ah, soutenez-moi parce que je suis votre fils. Hein. Si vous ne me soutenez pas là, c'est les autres qui sont opposés à vous là, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Voilà les deux raisons qui font que l'impunité règne en Afrique. Il en découle la nécessité vitale de développer dans les peuples de nos États postcoloniaux l'instruction publique et civique, la diffusion des codes et des logiciels de la modernité, la conscience de la citoyenneté, c'est-à-dire la conscience de chacun d'être un sujet de droit devant lequel le pouvoir politique est redevable et subordonné. D'où la nécessité vitale de fonder la légitimité du pouvoir politique dans sa capacité à représenter et à défendre les droits fondamentaux des individus et des collectifs de peuples, à consentir à l'épreuve de reddition des comptes. Mais pour lutter contre toute cette carabistouille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer l'état de conscience de nos peuples. Il faut rendre le peuple conscient de son pouvoir. Il faut rendre le peuple conscient du droit. Il faut informer le peuple. Voilà ce qui peut marcher en société. Voilà ce qui ne marche pas. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut instaurer dans la tête du citoyen un logiciel de la modernité. On ne vit pas dans l'époque de la pierre taillée. Il faut être capable d'expliquer aux citoyens, dans le monde moderne d'aujourd'hui, nous vivons là. Voilà comment les choses fonctionnent. Voilà comment vous devez, en face de telles situations, voilà comment vous devez vous réagir. Il faut insister sur l'instruction publique et civique. Il faut faire partir les gens à l'école. Et il faut leur dire, on n'a qu'à apprendre comment notre société fonctionne à travers ces règles. Chacun doit comprendre que lui, il peut être jugé. Comme lui aussi, il peut amener quelqu'un devant le tribunal. Et que nul n'est au-dessus de la loi. Quand tu viens aux États-Unis, la première chose qu'on t'explique, tous ceux qui sont aux États-Unis le savent, on te dit, no one is above the law. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est la première chose qu'on va te dire. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est une parole simple. Mais le jour que tu seras dans un problème, tu te sentiras seul. Tellement le système va te remettre à plat, tu te sentiras seul. Et c'est ce jour-là que tu vas sentir le pouvoir de l'État dans lequel tu es. Et nos États, à travers nos gouvernements, doivent être capables de représenter et de défendre les droits de tous les individus. Mais aussi de défendre les individus individuellement. Et de demander à ceux qui sont nos dirigeants, des plus petits aux plus grands, d'être capables de venir pour rendre compte au peuple. C'est très important. Tu as dirigé, qu'est-ce que tu as fait? C'est très important. Parce que c'est l'argent public que tu as pris. Tu as bénéficié des biens publics. Et tu dois être capable de venir dire au peuple, voilà ce qu'on a fait. Les péripéties de la politique ivoirienne et africaine, la résilience des dictatures et des autocraties qui mettent à mal la démocratie et l'état de droit attestent de cet impératif de citoyenneté. Il dit, si on ne procède pas comme on vient d'expliquer, les différentes stratégies qu'on vient de vous donner, si on ne procède pas ainsi, c'est que malheureusement, l'impunité, le désordre et les manipulations vont toujours continuer dans nos pays africains
et en particulier le cas de la Côte d'Ivoire, parce que les dictateurs, les autocrates, les potentats, les despotes vont toujours jouer sur les fibres des religions, des ethnies et autres pour saboter l'état de droit, pour saboter la notion même de citoyenneté. Et cela ne fera qu'approfondir les fossés entre les peuples, entre les fils d'un même pays. Et eux vont toujours tirer bon compte. Parce que tant que la société va patiner, c'est eux qui s'en sortent à bon compte.